Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on passe au crible la stratégie climat et RSE d'Heineken. Bonjour Caroline Missika. Bonjour David. Vous êtes directrice RSE d'Heineken France. Juste en deux mots et très rapidement, présentez-nous, rappelez-nous l'activité du brasseur Heineken, qui est aussi distributeur et en plus leader sur ces deux activités. Effectivement, Heineken en France, c'est deux activités. C'est à la fois un brasseur et un distributeur. C'est le premier des brasseurs, une bière brassée sur 3 en France, l'est par Heineken. Et c'est le premier des distributeurs de boissons dans les cafés, hôtels, restaurants. Un établissement sur 4 est livré par France Boissons tous les jours en France. C'est aussi 3500 collaborateurs, des marques internationales comme la marque éponyme du groupe et des marques plus locales. Bon, je notais... il y a plein de façons de prendre le sujet, mais je notais qu'en matière de RSE, vous dites chercher à promouvoir une consommation modérée de vos bières. C'est contraire aux intérêts de dire ça, non ? Absolument Non. pas. Et quand, au-delà de l'intention, vous faites pour concrètement passer le message aux consommateurs qu'il ne faut pas trop boire de bière ? Alors c'est notre responsabilité de promouvoir une consommation responsable de nos produits, à la fois auprès de nos consommateurs, mais aussi auprès de nos collaborateurs, qu'on sensibilise dès leur arrivée dans l'entreprise avec des parcours d'intégration qui comprennent une formation autour des enjeux de la consommation responsable. Là, pour les collaborateurs, vous voulez dire ? Pour les collaborateurs de l'entreprise. Par rapport aux consommateurs. Ah, mais parce que ça passe aussi par la formation de nos collaborateurs pour avoir une bonne connaissance des effets d'une consommation excessive d'alcool et savoir promouvoir cette modération lors de la consommation de nos produits. Bon, et donc ça veut dire combien de canettes maximum par jour ? Ah, on raisonne. Mais je pense par rapport aux consommateurs, au-delà, vous avez raison, les collaborateurs doivent être sensibilisés au sujet, mais par rapport aux consommateurs, comment promouvoir une consommation modérée ? Encore une fois, c'est quoi ? C'est pas plus de X canettes par jour ? Alors en fait, on se fonde sur les recommandations de l'OMS et on utilise les repères développés par l'OMS dans toutes nos recommandations de consommation responsable. C'est véritablement un enjeu essentiel pour nous en tant qu'acteurs et on le fait aussi à travers des associations auxquelles on participe avec l'ensemble des acteurs de la filière. On a une structure qui s'appelle Prévention et Modération et dont l'objet est justement de promouvoir cette consommation responsable, de rappeler les dangers d'une consommation excessive et de bien sensibiliser l'ensemble des consommateurs à ce sujet. Même si ça ne fait pas vos affaires. C'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. Non, je fais exprès de vous poser la question comme ça. Il y a un plan climat que le groupe s'est fixé avec un double objectif, l'un plus proche à 2030 et l'autre en 2040. Sur 2030, zéro émission nette de carbone sur la production, donc scope 1 et 2. Vous en êtes où à 6 ans de l'échéance ? Alors, c'est effectivement les objectifs du groupe, fixés par le groupe pour l'ensemble des activités d'Heineken dans le monde. Et si on regarde ce qui a été fait en France, on est très en avance. Dans le monde, d'abord dans le monde. Dans le monde, alors dans le monde, c'est une démarche de progrès permanent. Et moi, je suis là pour vous parler des progrès réalisés en France. Et en France, sur les scopes 1 et 2, on est déjà quasiment à l'objectif sur zéro émission nette sur la chaîne de production. Évidemment, la route est encore très longue et on doit aussi s'attaquer à nos émissions indirectes, donc le scope 3, qui nous permettra de décarboner l'ensemble de notre chaîne de valeur. Nous sommes en avance en France sur la décarbonation de notre activité. Elle passe par différents leviers. Le principal, et c'est le cas aussi au niveau international, le principal poste d'émission dans notre chaîne de valeur, ce sont les emballages. Et c'est pourquoi une grande partie de nos initiatives... 39%. Exactement, 39% c'est le chiffre pour la France et c'est quasiment le même au niveau international. Ça dépend évidemment de chacun des marchés. Et si on se concentre en France, c'est 39% et c'est la raison pour laquelle une grande partie de nos actions en matière de décarbonation portent sur les emballages. Ça veut dire favoriser leur circularité, à la fois le recyclage, le réemploi et réduire aussi leur nombre. L'essentiel aujourd'hui des émissions sur lesquelles nous devons travailler, ce sont les émissions indirectes, puisque, comme on l'a dit, on a déjà avancé de manière très significative sur les scopes 1 et 2. On est plus facile, enfin c'est du boulot, oui, mais bien sûr, alors ça, vous avez la main, quoi. C'est là où on a la main et où on a pu faire des investissements depuis de nombreuses années pour améliorer par exemple la performance énergétique de nos sites de production avec l'usage, le recours à des énergies renouvelables, avec de la méthanisation qui nous permet d'avoir une boucle d'économie circulaire avec
des énergies, du biogaz par exemple. Sur le scope 3, l'essentiel, c'est d'impliquer nos fournisseurs et de travailler avec eux à des fournisseurs et clients, c'est à la fois c'est amont et aval. Hein. Exactement. Comme on dit souvent, on est chacun le scope 3 d'un des acteurs de la chaîne de valeur. Donc typiquement, si on prend pour nous les émissions indirectes, ce sont à la fois celles émises par nos fournisseurs d'emballage, et c'est pourquoi nous travaillons avec les producteurs de verre ou de canettes en aluminium à décarboner leur activité et à les encourager à avoir des trajectoires aussi ambitieuses que nous sur la décarbonation de leur activité. Mais si cette trajectoire de décarbonation de vos partenaires ou fournisseurs n'est pas assez ambitieuse, jusqu'où allez-vous on les incite de manière assez forte à travailler, parce que c'est leur intérêt, c'est l'intérêt aussi de nos fournisseurs de décarboner leur activité. Je pense qu'il faut à chaque fois se rappeler que on est chacun un maillon de la chaîne, et l'objectif des entreprises, et en tout cas d'Heineken, c'est de contribuer à la décarbonation de l'économie et d'essayer d'atteindre les ambitions qui ont été... 2040, ça paraît très loin, et je m'interroge toujours sur, évidemment, les vœux pieux, les objectifs à 2040, mais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, où est-ce que vous en êtes, France ou à l'étranger, sur vos objectifs 2030 et 2040. Savoir si vous êtes sur la bonne marche ou s'il y a du retard, il y a de l'avance. Alors on est sur la bonne marche en matière de décarbonation, et d'ailleurs une des avancées très récentes, c'est un investissement qui a été annoncé à Choose France par une entreprise à laquelle Heineken est associé pour développer et construire une usine d'engrais azotés en France, dans les Hauts-de-France. Pourquoi on s'intéresse à ce sujet? Parce qu'après les emballages, c'est l'agriculture qui est le deuxième poste d'émission pour nous sur la chaîne 27%. De valeur. Exactement. Et dans ces 27%, la production et l'usage des engrais est le poste majeur. Donc, si on arrive à décarboner la production d'engrais, de fait, on arrivera à décarboner davantage notre activité, et notamment le scope 3. On a dit vos émissions carbone chez Heineken, ça vient essentiellement de l'emballage, 39%, 27% pour l'agriculture, 26% pour la distribution. Quelque part, c'est ce qu'il y a de plus facile, entre guillemets, ça veut dire on change tous les camions, on met des camions électriques Alors effectivement, France Boisson a une ambition d'atteindre en 2040, alors ça peut paraître loin, mais il faut le temps de renouveler les flottes et que ces camions aussi soient produits, d'avoir 100% de camions électriques d'ici 2040. Aujourd'hui, nous en sommes déjà nous avons l'ambition en France d'atteindre d'ici 5 ans 180 camions électriques, et la première marche, une des premières marches très importantes a été franchie il y a quelques semaines, puisque nous avons reçu 50 nouveaux camions électriques sur notre site de Bonneuil en région parisienne qui déjà roulent et nous permettent de livrer nos clients, les cafés, hôtels, restaurants de la région parisienne, aussi ces zones à faible émission dans lesquelles nous devons accéder pour livrer nos clients, et cela nous pouvons le faire désormais avec des camions électriques. L'emballage, je reviens là-dessus, émet évidemment une activité qui émet du CO2, du carbone dans la chaîne de valeur. Il y a aussi la question des déchets. Déchets, évidemment, les canettes, l'aluminium, les bouteilles en verre. Quelle est la part qui est recyclée? On est à quel pourcentage de recyclage sur... Alors déjà, on essaye de ne pas parler de déchets, parce qu'un emballage, s'il est trié, il est ensuite recyclé. Matière réutilisable. Et ensuite, grâce à cette matière recyclée, on peut la réincorporer dans de nouveaux emballages. Donc, comme vous l'avez évoqué, le marché de la bière, c'est un marché du verre principalement, des bouteilles en verre, avec aussi des canettes. Les canettes, c'est à peu près 25%, elles sont en aluminium, c'est à peu près 25% du marché. Le reste du marché, ce sont des bouteilles en verre. Et dans le cas des bouteilles, on a des bouteilles recyclables et puis des bouteilles réemployables. Ce qu'on essaye de... Quelle différence entre recyclables et réemployables? Alors, les bouteilles recyclables, c'est celles que vous achetez principalement aujourd'hui dans les grandes surfaces. Elles sont à usage unique. Ensuite, vous les triez, vous les mettez dans le bac destiné au verre. Et le verre est recyclé et puis réincorporé dans de nouvelles bouteilles. Ça, ce sont des bouteilles recyclables et recyclées. Le réemploi, ce sont des bouteilles qui sont consommées et ensuite renvoyées, lavées et re-remplies à nouveau. C'est ce qu'on essaye de développer parce qu'en matière de décarbonation et de circularité des emballages, il faut à la fois améliorer le recyclage de nos bouteilles et de nos canettes, mais aussi développer le réemploi en France. Le réemploi, c'est aujourd'hui déjà
une réalité dans les cafés, hôtels, restaurants. Quand vous buvez un demi à la terrasse d'un café ou à un zinc, il est souvent, et dans la majorité des cas, c'est de la bière pression, issue d'un fût, et le fût, c'est du réemploi. Et notre objectif aujourd'hui, c'est aussi de développer le réemploi dans les grandes surfaces et donc d'offrir aux consommateurs, quand ils font leurs achats dans leur supermarché préféré, de trouver aussi des bouteilles réemployables qu'ils peuvent ensuite ramener et qui seront re-remplies. Ça, c'est un des piliers essentiels de la décarbonation et de la circularité des emballages. Caroline Misica, la France, nous le disiez, on finit là-dessus, est en avance par rapport aux objectifs du groupe. C'est en lien avec quoi? C'est en lien avec les normes, la réglementation, la régulation française. Et qu'est-ce que pèse la France d'ailleurs dans l'ensemble du groupe? Alors le marché français est un marché très important. Il est parmi les 10 plus gros marchés pour Heineken dans le monde. Et nos engagements et notre feuille de route, elle repose sur notre responsabilité et cette ambition très forte de vouloir atteindre ces fameux zéro émission nette d'ici 2040 et même d'ici 2030 sur notre chaîne de production. Notre engagement, il repose à la fois sur cette responsabilité et évidemment, dans un pays comme la France qui a une ambition très forte en la matière, la réglementation peut accélérer, inciter à aller plus vite sur un certain nombre de domaines. Allez, merci à vous. Caroline Misica, directrice RSE d'Heineken pour la France. Merci. Merci. Alors, que penser justement de la stratégie RSE d'Heineken? Réponse maintenant. Et l'œil du gérant, c'est avec vous, Valérie Demeure. Bonjour. Bonjour David. Directrice de l'analyse ESG chez Ophi Invest AM. Vous en pensez quoi là, de cette stratégie ESG qui vient d'être présentée? Écoutez, c'est une stratégie qui adresse les gros sujets qui sont les plus matériels pour nous quand on regarde une valeur. Là, on est dans le secteur des boissons. On adresse les sujets de trajectoire de décarbonation. On adresse la circularité des matériaux, la consommation responsable et la santé. Donc, pour nous, les ressources naturelles, notamment la gestion de l'eau. Donc là, on a une stratégie qui adresse les principaux points. Heineken a mis en place cette stratégie en 2021. C'est une stratégie qui s'intitule « Brassons un monde meilleur ». Et voilà, tout est très détaillé en fait dans cette stratégie. On a des indicateurs de résultats, mais d'abord on a toutes les cibles, on a des points de départ, on a des échéances à 2025, à 2030, à 2040, et on a des marges de progrès, et tous les ans on voit où la société se situe. Donc en tout cas, c'est une stratégie qui est transparente. Et un autre point que nous on peut voir en tant qu'investisseurs, c'est les progrès par rapport à 2022. On a pu voir que sur cette stratégie, en 2022, on observait un petit retard sur la circularité. On a vu qu'en 2023, ça avait été adressé. Et on avait également des sujets sur la rémunération des dirigeants. Et là, en fait, on voit qu'on a des indicateurs de durabilité qui sont intégrés dans la rémunération à long terme du dirigeant, ce qui veut dire que cette stratégie, elle est bien mise en place au plus haut niveau dans l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc des objectifs qui sont clairs, un plan de marche qui apparaît détaillé. Maintenant, est-ce que il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre cette ambition? Oui, il y a des moyens qui sont mis en œuvre. Donc sur les stratégies de décarbonation, donc l'entreprise a fait valider ses objectifs par SBTi. Donc SBTi, c'est la Science Based Target Initiative. Donc c'est un peu l'autorité de validation des objectifs. Elle s'inscrit du coup sur une trajectoire d'1,1 degré et donc avec des objectifs à 2030 au niveau des opérations, enfin de ses émissions propres, hein, comme le disait la dame tout à l'heure, et sur sa chaîne de valeur, on est à 2040. Pour ça, concrètement, il y a des actions qui ont été faites notamment sur la promotion des énergies renouvelables. On peut voir sur des sites en Asie, notamment au Vietnam, au Cambodge ou en Indonésie, que l'entreprise favorise l'utilisation de biomasse, par exemple, de bioénergie. On a l'utilisation de méthane plutôt en France. En Grande-Bretagne, on a pu voir sur le site à Manchester qu'il y avait toute une installation de réseau de pompes à chaleur qui permet du coup de récupérer l'énergie thermique et de pouvoir ensuite récupérer l'énergie thermique justement pour brasser et produire la bière. Donc
tout ça, concrètement, voilà, on peut l'observer. On a aussi des initiatives à Séville. Je crois qu'il y a un site solaire et thermique qui permet aussi d'adresser toutes ces problématiques. Donc ça, c'est sur le carbone. Sur la circularité des emballages, il y a toute une stratégie qui a été mise en place en 2023 qui s'appelle Circle et qui permet notamment d'utiliser des matériaux recyclés. Enfin, je crois on a sur les bouteilles entre 19% et 70% de matériaux recyclés sur une bouteille, par exemple. Donc, ce sont plein de petites initiatives. On voit aussi que l'entreprise a suivi les recommandations de la Fondation MacArthur, Hélène MacArthur, l'ancienne navigatrice, sur justement tous ces aspects de réutilisation, recyclage, éco-design. Donc, bon, voilà, on voit des initiatives tangibles qui sont prises. Donc, en matière d'effort, c'est argumenté, en tout cas. Bon, et après, plus globalement, on finit là-dessus, Valérie, certains qui nous regardent pourraient s'interroger, se dire, tiens, mais un fabricant de soda ou d'alcool, est-ce qu'il a toute sa place ou pas dans un fonds responsable? Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, selon les investisseurs, selon les convictions, on a des politiques d'exclusion, notamment sur l'alcool ou sur le tabac, parce qu'on a des enjeux de santé publique derrière ces activités qui, je pense, vont prendre beaucoup d'ampleur. Après, est-ce qu'Heineken a toute sa place? J'ai envie de vous dire, ça dépend où on met le curseur. La seule chose, ce qu'on peut accorder à l'entreprise, c'est quand même d'œuvrer pour sensibiliser le consommateur. L'entreprise fait partie de l'Investor Alliance for Responsible Drinking, qui regroupe en fait pas mal d'acteurs du secteur, soit des fabricants de bière, soit de vin ou de spiritueux, pour réfléchir en fait à ces sujets de consommation et de dépendance en fait, tout simplement. Il y a un budget aussi média qui est accordé sur la responsabilisation du consommateur dans sa consommation. Aussi, au niveau des produits, il y a toute une gamme qui commence à émerger de produits sans alcool, de bière ou de cidre sans alcool, qui commence à prendre des parts de marché assez importantes. Et être une alternative. Exactement. Donc du coup, il y a une transition aussi sociétale qui peut s'opérer là-dessus. Et l'entreprise, visiblement, l'a compris et prend sa part de responsabilité dans cette histoire. Allez, merci à vous. Analyse Merci beaucoup. Valérie Demeure, directrice de l'analyse ESG chez Ophi Invest. Merci. Merci. Et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.